Salut! Bienvenue sur le podcast de Anno 2. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de santé mentale. Et en ouvrant la porte à cela, on a découvert et mis en lumière des maladies et des troubles. Ces mises en avant peuvent expliquer certains de nos propres comportements et nous faire dire « c'est pas de ma faute, c'est mon syndrome ». C'est pour cela que j'ai voulu parler du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce TDAH, dont beaucoup parlent aujourd'hui et qui est de plus en plus diagnostiqué, mais cela reste un trouble psychologique et le chemin du diagnostic peut être long. On en discute avec Marie. Et pour rappel, comme pour chacun des épisodes qui peuvent toucher à la santé sur ce podcast, nous ne sommes pas médecins. Ici, il s'agit d'un témoignage et d'un échange autour du sujet. Donc si vous avez besoin d'aide ou si vous vous reconnaissez dans les symptômes qui sont dits lors de cet échange, n'hésitez pas à en discuter à votre médecin traitant, parce que ici, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème qui est de plus en plus regardé sur Internet, on va dire, et sur les réseaux. On en parle de plus en plus et c'est le sujet du TDAH. Et j'ai démarché sympathiquement Marie qui a répondu présente pour faire ce sujet avec moi. Et j'ai demandé à Marie de venir participer sur ce sujet parce qu'elle est assez active sur Instagram et je la suis depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, elle a commencé à parler de son parcours de diagnostic pour le TDAH. Pour toi, c'est quoi ? Et est-ce que tu peux nous définir surtout le TDAH ? Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est. Bonjour. Alors le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc pour ma part, j'ai de l'hyperactivité, donc j'ai le gros H du TDAH qui me caractérise plutôt bien. Et ça touche environ aujourd'hui 3% des adultes. Et c'est plus diagnostiqué chez les enfants aujourd'hui. Donc on estime qu'il y a à peu près 5% des enfants qui sont diagnostiqués. Alors du coup, je connais pas bien les chiffres et je suis pas experte là-dedans, mais c'est un trouble du neurodéveloppement, donc à différencier, entre guillemets «d'une maladie», c'est vraiment une partie du cerveau qui ne s'est pas développée de la même manière que les gens qu'on va plutôt qualifier de neurotypiques. Donc moi, je rentre dans la catégorie des personnes neuroatypiques ou neurodivergentes et du coup, comment le définir? En fait, c'est vraiment un trouble qui associe plusieurs symptômes et en fait, c'est pas quelque chose dont on guérit, à la fin, donc on va soigner, comme une maladie. Ouais, c'est plus quelque chose où en fait tu vas avoir un traitement qui va affaiblir les différents symptômes que tu peux avoir. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, il y a des traitements qui permettent, de pallier, aux symptômes, en fait, de nous aider à avoir des stratégies. Enfin moi, en tout cas, le traitement, on va en parler après, ça m'aide à, appréhender la vie. En fait, ça m'aide pas sur tous les symptômes, mais disons que ça les atténue et du coup, ça me permet de mieux m'organiser. Donc les symptômes, ça va être, les plus classiques, c'est l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité et en fait, ça va, donc vu que je suis, désorganisée dans ma tête parce que le TDAH me fait désorganise, ma pensée, je vais peut-être donner des infos qui sont pas, structurées, donc On te pardonne. c'est toute la difficulté du TDAH et j'ai essayé de me préparer, mais en fait, ça aurait pas du tout été spontané, donc je préfère tout déverser. Il y a pas de souci. Voilà, donc en fait, ouais, pour moi, ça a vraiment été, une désorganisation, dans la vie. Donc je suis perçue comme quelqu'un, de bordélique, de désordonné et il y a des choses qui me caractérisent beaucoup, c'est la perte d'objets. On pose ses clés et on sait plus où les arranger. Donc moi, j'ai réussi à trouver des stratégies, hein, pour mieux me organiser sur certains aspects, vraiment qui avaient un impact sur ma vie Tu et parlais tout à l'heure de 3 symptômes principaux qui sont ceux, qui te touchent finalement. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux donner en exemple? Mais qui te concernent pas forcément, mais voilà, pour avoir des idées de aussi ce qu'il peut y avoir? alors, en fait, l'hyperactivité, par exemple, en fait, disons qu'il y a 3 catégories et après, dans ces catégories, tu vois, l'hyperactivité, ça va, influencer alors ça dépend des gens. Il y a des personnes qui vont avoir plus d'hyperactivité motrice. Moi, c'est vrai que, du coup, je parle quand même avec les mains, tu vois? Mais par exemple, l'hyperactivité, ça peut être, mental et ça peut être aussi, au niveau du langage, du coup, de beaucoup parler.
Pour moi, ça rentre dans l'hyperactivité et donc ouais, parler excessivement, couper la parole. Mais le cliché de l'enfant hyperactif, qui bouge, qui a besoin de beaucoup bouger, qui arrive pas à tenir en place sur sa chaise, tu vois? Ou les personnes qui vont avoir le genou qui tremble, ou jouer avec un stylo et cetera, vont, c'est en général plus visible, pour ces personnes-là que pour d'autres qui vont avoir, alors apparemment c'est très différent aussi en fonction du genre de la personne. Alors moi, du coup, enfin, vu que, par exemple, chez les garçons, c'est mieux vu d'être hyperactif, c'est plus accepté quand ils sont, chahuteurs, dans la cour de récré, plutôt que chez les filles où on va du coup, les clichés, enfin les Bah, une fille, ça doit être sage, ça doit être calme, ça doit c'est être ça, en fait. joli. Et du coup, on est plus rêveuse à l'intérieur et moi, en fait, c'est vrai que du coup, quand je refais un peu le fil de comment j'étais à l'école, tu vois, dans les petites classes, en fait, quand un cours m'intéressait pas, j'étais plus, celle qui va dessiner, sur son cahier. Mais il m'arrivait aussi de bavarder, tu vois? Donc c'était Mmh. ce genre de comportement, et alors, d'autres symptômes aussi, que j'ai pas encore mentionnés, c'est, la difficulté à gérer les émotions. Les émotions sont très intenses et en fait tout ça, c'est, beaucoup, aussi, dit sur les réseaux sociaux, l'hypersensibilité en fait. Donc l'hypersensibilité, sensorielle, par exemple la lumière, le bruit, mais aussi, hypersensibilité au niveau émotion. On est plus, ému, touché par, les événements de la vie. Ça influence aussi, l'anxiété, le stress, enfin ça après, c'est aussi les difficultés du TDAH qui justement, du coup, vont te rendre, potentiellement plus anxieux, jouer sur l'estime de soi et il y a aussi des personnes, qui ont des problèmes, d'addiction, plus ou moins graves. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que le TDAH donc, ça joue alors au niveau du cerveau, ça joue sur les fonctions motrices. Attends que je dise pas de bêtises. Ça joue au niveau de la production de la dopamine, en f alors, du coup, je veux pas dire de bêtises, mais apparemment, alors on produit la même quantité de dopamine que les personnes neurotypiques, mais en fait, elle est pas assimilée de la même manière ou elle est pas gardée aussi longtemps, parce qu'il y a une histoire de panier percé où, par exemple, les récepteurs vont fonctionner trop vite et du coup, on va avoir tendance à commencer les tâches et à ne pas les terminer parce qu'il y a cette dopamine qui a du mal à être gardée et en gros, on a besoin de récompenses immédiates et du coup, il y a une difficulté de motivation où en gros s'initier dans la tâche, ça va être compliqué, tu vois, par exemple, pour moi, un exemple flagrant, c'est, devoir me lever pour, aller à la salle de sport. C'est, ça me demande plus de motivation que les autres parce qu'il y a pas de récompense, tout de suite. Moi, la récompense, elle va être à la fin ou quand je me suis vraiment motivée, quand je suis, au sport et bon, je dis ça et donc je me suis abonnée, et j'y suis jamais allée. Enfin, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, tu vois? Donc voilà, je m'éparpille un peu, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Non, il y a vraiment pas de souci avec là-dessus. Moi, ce que je comprends, en tout cas, dans tes explications, c'est que bon, on en viendra plus tard sur, bah, à quel moment tu t'es dit: «Tiens, il y a peut-être un truc, je vais aller me faire diagnostiquer», mais ce que je comprends dans ce que tu dis et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ça touche tellement de points différents, l'anxiété, l'hyperactivité, l'hypersensibilité. Ça touche aussi apparemment les hormones parce que tu parles de dopamine, donc ça touche aussi le système hormonal. Donc en vrai, ça doit être, bah, handicapant, mais ça c'est pas une surprise. Donc c'est handicapant, mais surtout, bah, à quel moment est-ce que tu t'es dit: «Tiens, je crois qu'il y a un truc qui déconne, j'ai pas l'impression d'être comme tout le monde». Je sais pas si tu te l'as déjà dit d'ailleurs, mais voilà, à quel moment, vers quel âge? Est-ce que tu penses que c'est depuis que tu es petite? Comment est-ce que tu t'es dit enfin, à quel moment la lumière s'est allumée en disant: «Je crois qu'il y a quelque chose»? Alors, c'est complexe parce que du coup, je pense que, tu vois, depuis que je suis enfant, je voyais qu'il y avait certaines différences que j'arrivais pas forcément à expliquer, sur, ma façon de fonctionner par rapport aux autres. Mais en fait, bah, en ayant été dans le parcours diagnostic, j'ai dû regarder, mes bulletins scolaires pour, en fait, vérifier si, mes difficultés, étaient déjà présentes quand j'étais enfant. Parce que c'est la difficulté quand tu es diagnostiqué en tant qu'adulte, c'est qu'il faut que ce soit, les difficultés que tu perçois qui sont associées à ce TDAH ou non doivent être présentes depuis l'enfance et c'est pas quelque chose qui est arrivé à l'âge adulte, parce que, en fait, c'est le fonctionnement du cerveau, dès l'enfance OK, et c'est pas un truc qui se développe en grandissant, par exemple? alors non, mais OK. en fait, c'est vrai que du coup, moi, par exemple, je suis en cours de diagnostic tardif parce que, j'avais, pas forcément des difficultés,
visible tout de suite parce qu'en gros, j'avais des stratégies d'adaptation et puis je rentrais dans le moule, parce que, j'avais, des parents plutôt stricts à la maison, sur l'éducation et donc j'arrivais à trouver des parades. Par exemple, le fait de faire ses devoirs. Alors il y a des enfants, qui vont avoir, des grosses difficultés de concentration à l'école et du coup, ça va être beaucoup plus flagrant. Alors que moi, en fait, à part les mentions de bavardage et du fait que en gros, j'exploitais pas mon plein potentiel parce qu'en fait, dès qu'un cours me désintéressait, en gros, j'écoutais moins. Mais c'est vrai que du coup, dans les matières qui m'intéressaient beaucoup, j'avais moins ce problème et donc je compensais un peu. Mais du coup, moi, les difficultés, elles ont été, plus tard, au niveau des études post-bac et professionnelles aussi et du coup, c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, j'ai des difficultés, sociales aussi, ouais, dans mon cercle d'amis» et à la famille, il y avait des choses qui m'étaient reprochées. En fait, par exemple, ce que j'ai pas mentionné, c'est le retard. En gros, on a une notion du temps qui est propre à nous et par exemple, en fait, sans traitement, je suis persuadée que dans 1 heure ou une journée, je peux caler énormément de choses qui sont infaisables, en fait, Ouais, au mais c'est niveau dû à l'hyperactivité, tu penses? alors c'est déjà l'hyperactivité, mais c'est vraiment pour moi la notion du temps, elle est difficilement, on a du mal comment dire? À estimer, combien de temps Mmh. prend chaque chose du quotidien Ouais. et donc aujourd'hui, ce qui m'aide vraiment à m'organiser face à ça, parce que j'ai testé les to-do list et tout, c'est vraiment le traitement, qui m'aide parce que alors j du coup, j'ai dévié sur la question. Non, la question de base, c'était à quel moment est-ce que tu t'es dit: «Tiens, il y Ouais. a quelque chose»? Alors tu vois les pertes d'objets, en fait, il y avait plein de choses qui s'expliquent aujourd'hui, grâce, justement au traitement qui se passait à l'époque et que j'arrivais pas à expliquer parce que, ce qu'on dit très souvent sur une personne qui a un TDAH, c'est qu'elle est tête en l'air, c'est qu'elle est étourdie et donc moi, j'avais tout le temps les remarques des fautes d'inattention, je faisais des choses que j'arrivais pas à expliquer à l'époque et là où vraiment j'ai mis le mot sur le TDAH, c'est quand même grâce aux réseaux sociaux finalement, il y a quelques années où j'ai, beaucoup échangé, avec, une copine, rencontrée, ouais, sur Instagram qui, en fait, fonctionnait comme moi et elle, je crois que c'est elle qui m'en avait vraiment, parlé et donc je me suis reconnue beaucoup dedans. Au début, c'était plutôt l'hypersensibilité et sauf que l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui se diagnostique et en général, c'est dû, à des choses qui s'expliquent, alors soit parce que des personnes ont vécu des traumatismes ou alors, vraiment, parce que la personne est sur le trouble du spectre de l'autisme ou bien, a un trouble de l'attention et en fait, le trouble de l'attention et l'autisme, par exemple, c'est aussi des choses qui ont beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs entre les 2 et on peut être les 2 en même temps aussi. Mais, c'est vrai que du coup, moi, j'expliquais aussi mon inattention avec, ma sensibilité, à mon environnement parce qu'en fait, ce que j'aime pas d'ailleurs dans le nom, du trouble du déficit de l'attention, parce que je trouve qu'en fait, j'ai de l'attention sur énormément de choses et en gros, je vais être, plutôt submergée par les détails dans tous les sens et du coup, je vais plus, remarquer des choses que d'autres ne vont pas remarquer parce qu'ils sont focus sur un truc. Justement, je suis focus sur tellement de choses en même temps qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à gérer mon temps, à m'organiser, à prioriser parce qu'effectivement, ma perception du temps n'est pas du tout pareille que les Mmh. autres et donc par exemple, on trouvait aussi que j'étais lente à faire certaines choses parce que, en fait, je vais être perdue dans mes pensées. Je suis capable de me brosser les dents pendant 10 minutes et ou rester dans la douche 1 heure, tu Une vois? Donc santé bucco-dentaire, tu peur. non, mais clairement, sauf qu'au bout d'un moment, se brosser les dents trop longtemps, ça sert à rien et du coup, je perds du temps et à chaque fois et ça, je m'en suis rendu compte qu'en vivant en couple et en me disant: «Mais pourquoi mon mec, j'ai l'impression qu'il passe 2 secondes à se brosser les dents, alors que moi, non». Mais du coup, je mets maintenant des chronos, tu vois? Et les chronos, ça m'aide, Mais après, ouais, tu sais, tu disais que, bah, c'était surtout via les réseaux sociaux, en fait, que tu avais découvert, bah, ce trouble et que, bah, tu avais pu en parler et cetera et ça, je suis carrément du même avis que toi. Enfin, je trouve que ça fait, je sais pas, une petite dizaine d'années, même moins, peut-être genre 5, 6 ans, j'ai l'impression qu'on en parle vraiment beaucoup et beaucoup plus sur les réseaux. Peut-être même un peu trop parce que j'ai aussi un peu l'impression du revers en mode, «Ouais, mais c'est parce que je suis TDAH», alors que bon, la personne n'est pas diagnostiquée, bon voilà, comme d'habitude, il y a toujours les envers du décor, hein. Mais, mais oui, c'est vraiment quelque chose qui est apparu hyper récemment. Enfin, moi avant, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Ou alors, voilà, on mettait les personnes dans la case, «Oui, non, mais il, ouais, est hyperactif, oui, non, mais il, ouais, il est très sensible, ouais, non, mais il est tête en l'air». Enfin, tu vois, je trouve ça fou que, ça soit, si récent qu'on en parle et ou que ça existe, je ne sais pas. Enfin, je pose aussi la question, tu vois, de me dire: «Est-ce que, bah, on est en 2000
un mot sur ce sac de plein de soucis du quotidien, en fait, je ne sais pas. Bah, c'est vrai que du coup, moi, j'aurais aimé le savoir bien plus tôt parce que du coup, ça m'aurait aidé à mieux me comprendre. Après, c'est vrai que du coup, moi, j'ai eu besoin d'avoir des difficultés impactantes pour me dire: «Ah mais là, en fait, il y a quelque chose qui explique enfin, il y a quelque chose qui est là et je dois comprendre pourquoi j'arrive pas à fonctionner entre guillemets «comme les autres» et justement, il y a des personnes en fait, c'est aussi un spectre si tu veux, donc tu as des personnes qui vont peut-être avoir, la même chose mais c'est beaucoup moins impactant dans leur vie et du coup, ils arrivent à s'en sortir, sans, diagnostic des fois, sans traitement où ça va pas non plus être, vital. Mais c'est vrai que d'ailleurs aussi ce que j'ai pas dit, c'est que c'est héréditaire en fait. Donc en général, on se rend compte que quand souvent aujourd'hui, les parents, d'un enfant, diagnostiqué TDAH, quand ils voient le questionnaire, ils se disent: «Mais en fait, moi, je coche toutes les cases» et du coup, tu as au moins en général, un parent sur 2 qui l'a aussi et moi, ben, maintenant que vraiment j'ai répondu à pas mal de questionnaires et que je suis vraiment renseignée, là-dessus grâce, aux réseaux sociaux et il y a pas mal de ressources qu'on m'a données, qu'on m'a transmis. Je me suis rendu compte que dans ma famille, on est quand même plusieurs, à être comme ça et donc justement, moi, par exemple, dans ma famille, il y avait des gens qui remettaient un peu ce diagnostic en doute avant que je sois diagnostiquée. En fait, ça faisait déjà au moins 2 3 ans que je m'en doutais, mais que j'entamais pas les démarches et on remettait ça en doute en me disant: «Mais tu es sûre? Enfin, l'autodiagnostic, c'est pas bien, c'est à la mode et puis moi aussi je fais ça». Oui, mais en fait, le problème, c'est que si la personne faisait ça à la base, c'est qu'elle-même a aussi ce TDAH donc et par exemple, ma sœur, se rendait pas compte, de que c'était, quelque chose d'atypique parce qu'elle-même, tu vois, a le même fonctionnement Et ouais, c'était sa normalité à elle, donc. c'est ça et d'ailleurs, en général aussi, on dit que des personnes qui ont un TDAH se savent aussi se reconnaître, enfin, en tout cas, quand on en a conscience, où ça crée justement ça crée des affinités parce qu'on fonctionne de la même manière, moi, je sais en tout cas que la plupart des personnes qui pensent comme moi et qui parlent autant, en général, quand je parle beaucoup avec quelqu'un qui a qui a une réciprocité dans la conversation interminable, tu vois? C'est qu'il y a quelque chose derrière. Non, mais je pense que c'est normal. Ça me semble être une normalité de, tu sais, se retrouver, que ça soit par des orientations sexuelles, par des Mmh. passions, par, des diagnostics, de santé aussi, je pense que ça bah, en fait, ça allie de se dire on partage et on ressent un peu les mêmes choses, ça va, ça me paraît assez humain et Bah, oui, oui. rationnel, tu vois? Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ton âge actuel? Oui, j'ai 28 ans. OK et donc ouais, ça t'a tilté vers les 25 ans, si je comprends bien à peu près? Ouais, à peu Peut-être près, un ouais. peu avant? D'accord, OK et donc là, tu as commencé ton diagnostic. Est-ce que le diagnostic est confirmé? Où est-ce que tu en es dans ce parcours? Alors, le diagnostic n'est pas explicitement confirmé et je sais pas si c'est parce que j'ai pas demandé au psychiatre, mais en fait, aujourd'hui, ce qui est un peu, moi, ça m'a assez surprise, tu vois? C'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les psychiatres, ils vont te diagnostiquer avec l'aide de la prise du médicament. Donc en gros, si le médicament en tout cas moi c'est comme ça que les 2 psychiatres d'affilée ont fonctionné, c'est en vraiment en m'administrant le médicament, on voit, si ça fonctionne et là du coup, ça confirme ou non, et donc moi vu que ça m'aide bien et que, bah, on a entamé, un parcours ensemble, je me dis que je suis diagnostiquée mais j'ai pas eu de feuille, OK, c'est bon, c'est sûr à 100. Comme au bac, tu sais, c'est bon, tu l'as. Ouais. OK, je Bah, vois. Tiens, c'est intéressant. Mais j'ai l'impression que dans le domaine de la santé, on te dit jamais très clairement non. les trucs, tu sais? Alors moi, rien à voir avec, avec du psychiatre et cetera, mais je suis diagnostiquée SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Mais pareil, la dame à l'échographie, enfin, tu sais, elle me l'a pas dit clairement et j'ai pas osé poser la question non plus, tu sais? Elle me disait, en fait, tous les termes autour, mais elle utilisait pas le terme et je suis sortie de là et j'étais en mode: «Je crois que c'est ça, mais heu» Donc Non c'est un mais peu, c'est je suis vrai. retournée voir mon médecin pour lui dire: «Bah, ça, c'est les résultats». Il m'a dit: «Ah ouais, donc vous avez le syndrome des ovaires polykystiques» et j'étais genre: «Ouais, ouais». C'est important de dire les termes et d'être explicite, s'il vous plaît. Bah, surtout quand en face, tu as une personne, bon après ils s'en rendent peut-être pas compte, mais tu as une Ouais. personne qui ose pas poser frontalement la question, tu sais? Parce que tu as l'impression que tu vas être bête de poser cette question. Ah Parce mais que lui, il clairement. te l'a dit, mais tu pas compris, quoi. Mmh. Donc bref, pardon, je t'ai un peu coupée, mais est-ce que du coup, Non, tu peux pas de nous souci. raconter, bah, un peu le parcours et bah, ta démarche de donc ta prise de conscience avec, ton ami d'Insta?
jusqu'à, je vais aller voir un médecin. Quel médecin tu es allé voir? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter depuis le départ ton parcours? Oui, ça a été un parcours, un peu, enfin, c'était un peu long, tu vois? Et fastidieux, on va dire parce que alors moi, je m'étais rendu compte de pas mal de choses, de pas mal de traits, qui me caractérisaient, qui étaient, assez, flagrants, à raconter. Mais, du coup, à l'époque, je me sentais pas forcément d'avoir un diagnostic. Enfin, j'avais contacté une psychiatre qu'on m'avait pas mal recommandée sur les réseaux sociaux, qui était, spécialisée parce que j'avais quand même je sais aujourd'hui que quand un psychiatre n'est pas forcément spécialisé, il va pas forcément vous prendre au sérieux, par rapport à ce diagnostic, ni avoir les compétences, ni avoir les clés pour vous aider, et ça a été mon cas. Mais du coup, j'avais contacté une première psychiatre par mail et elle m'avait donné, un devis et elle m'avait dit qu'il y avait au moins 1 an d'attente, pour pouvoir la voir. Donc Waouh! moi, ça m'avait vraiment refroidi et je m'étais dit: «Mais en fait, c'est super cher et pour l'instant, j'ai pas de difficulté particulière. Je suis sûre à 99 que ça me concerne, mais du coup, si c'est juste pour qu'elle me le confirme, que j'attende 1 an et que ça coûte cher, en fait, j'ai pas vraiment envie ni Mmh besoin mh. de ça». Puis après, professionnellement, j'ai quand même eu assez, de difficultés où on me disait toujours que j'avais, du retard, en fait, parce que je fonctionne beaucoup avec, en fait, comme je disais avant que c'était hormonal, du coup, en termes de dopamine, j'ai toujours besoin de travailler dans l'urgence. Quand c'est pas vraiment urgent, dernière minute, en gros, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à travailler et du coup, d'ailleurs, c'est très stressant de fonctionner comme ça, donc j'avais beaucoup de stress au travail, et puis, Alors pardon, je fais une parenthèse, mais alors ouais. vraie question parce que alors, moi je fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, j'ai beaucoup de mal justement à travailler dans le enfin non, j'y arrive très bien, mais j'aime pas ça, quoi. Et du coup, donc on est d'accord que des personnes comme toi qui travaillent dans l'urgence, ça vous plaît pas, en fait? C'est juste que vous ne pouvez pas fonctionner autrement, mais ça vous plaît pas, c'est pas un kiff, genre c'est stressant ou ça va? Alors moi, je parle pour moi, Ouais, c'est très stressant OK. et et j'en ai parlé déjà avec un 1er psychiatre, enfin un des psychiatres que j'ai vu au cours de ma vie qui m'avait dit: «Mais en fait, vous n'avez pas eu de réel, de enfin la vie vous a jamais donné une claque du genre: "Bah regarde, ça ne marche pas de fonctionner dans l'urgence"» et effectivement, ça a jamais été, ça m'a jamais freinée, ça m'a jamais empêchée. Du coup, j'ai jamais appris à fonctionner autrement en tout cas Mmh. et je sais maintenant que c'est, le TDAH qui fait que en fait, si c'est mais je sais aussi, du coup, pardon, je suis pas très construite, mais du coup, on produit de la dopamine quand on est stressé en tant que TDAH et donc le fait de travailler, sous le stress, ça me produit de la dopamine et donc c'est ce qui nous motive. Donc en Ouais, fait, je c'est vrai que mmh. c'est ça qui va me motiver, mais personnellement, j'aime pas être stressée, sauf que c'est vrai que je travaille toujours comme ça, en dernière minute. J'ai fait mon mémoire en dernière minute et en fait, j'en faisais des cauchemars. Enfin, j'avais de l'anxiété liée à ça, quand j'étais en études post-bac et c'était pas, quelque chose, mais en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je fonctionne comme ça. Du coup, je sais pas comment fonctionner Non, mais autrement. tu as peut-être accepté que ça soit ton fonctionnement, en fait, tout simplement. Même si, tu le subis, Mmh. clairement, mais en fait, tu fonctionnes comme ça, quoi. Mais donc du coup, ouais, donc 1er psychiatre qui te dit: «Bah, ça va coûter cher» et il y a, 1 an d'attente. Je trouve ça déjà assez incroyable, mais bon, Alors, faut après savoir que 1 an d'attente, enfin, c'est surtout le 1 an d'attente que je trouve, fou. Mais oui, bon. alors en fait, il y a vraiment beaucoup d'attentes, chez la plupart des spécialistes et c'est vrai que du coup, j'ai un peu j'ai mis donc ce sujet sous le tapis, jusqu'à ce que j'ai vraiment des difficultés, professionnelles liées à ça et justement, vu que j'avais pas de diagnostic, en plus professionnellement, c'était compliqué de devoir, en parler à ma manager, à l'époque, de lui dire: «Bah, je crois que j'ai ça, j'ai pas de diagnostic, mais je pense que» et en plus, il y a aussi ce truc de tu sais pas si c'est vraiment ça et tu veux pas, je voulais pas «légitimer», entre guillemets, mes fautes, mes difficultés avec quelque chose où j'étais vraiment enfin, j'étais quand même pas sûre à 100 que ce soit ça et donc on m'avait dit: «Ben, trouve des solutions, adapte-toi», mais c'est en vrai, ça expliquait pas mal de mes difficultés ou que j'arrivais vraiment pas à régler. Par exemple, en fait, j'avais ouais, comme dit, j'avais du mal à tout anticiper et parce que moi, je suis capable d'anticiper beaucoup de choses, mais justement, je vais être vraiment désorganisée, je vais faire plein de choses en même temps. Les écrans, c'est aussi un problème quand tu es très distraite, tu vois? J'ouvre 15 fenêtres en même temps, je veux faire plein de tâches en même temps, j'ai du mal à prioriser
et même à prendre des notes, tu vois? Les par exemple, les instructions à l'oral, j'ai beaucoup de mal. Moi, il faut que ce soit écrit. Donc si on me donne tout à l'oral et qu'on me donne pas de timeline, enfin, un truc qu'il faut faire dans 3 mois et on me donne aussi un truc qu'il faut faire demain et puis tout de suite dans 10 minutes et moi, je vais en fait, en gros, dans ma tête, j'ai l'impression que tout a le même niveau d'urgence et OK, donc et en plus, c'est hyper difficile professionnellement dans un métier comme ça où du coup, tu veux pas non plus passer pour un bébé, qui sait pas, gérer. bien sûr. Donc il fallait que je fasse mes preuves et cetera. Mais donc en fait, ça, c'était mes difficultés et en fait, j'ai commencé à vraiment, enfin, en parler à un psychiatre quand finalement, en gros, j'étais en arrêt maladie et j'ai fait un burn-out, hein, clairement et ça arrive à pas mal de personnes qui ont des TDAH, sachant qu'aussi, il y en a certains, c'est encore pire, ils vont avoir des comme il y a un problème de gestion des émotions, ils vont avoir, ils peuvent perdre, leur boulot, parce qu'ils vont se disputer avec un manager, ils vont avoir de l'agressivité. Enfin, cette impulsivité-là, elle peut créer aussi des accidents de la route, des gens qui vraiment sont considérés comme sanguins et cetera. Chez les adultes, c'est plus, flagrant que chez les enfants et du coup, je sais qu'il y a vraiment des stats qui montrent que quand tu as un TDAH, tu as plus de risques de perdre ton emploi, quoi. Donc c'est des choses qui sont assez stressantes aussi Carrément. et donc moi j'ai consulté, un psychiatre, donc pour plusieurs raisons. Donc ouais, j'étais en burn-out et je lui ai parlé de ça et là, ça s'est pas ultra bien passé dans le sens où du coup, il m'a, prescrit, quand même, alors il m'a fait faire passer un questionnaire. Ce questionnaire, j'y ai répondu, plusieurs fois au cours de ce parcours, c'est un questionnaire, je crois que c'est le questionnaire du DSM-5, mais ça, c'est pas important et je cochais un peu toutes les cases, j'avais enfin, j'étais quasiment sûre de moi. Mais déjà, il fallait traiter, ma dépression et ensuite, traiter, le TDAH. Sachant qu'en fait, c'est quand même important de préciser qu'il faut surtout pas prendre enfin, pour moi, il faut pas prendre les 2 en même temps parce OK. que, en fait, alors du coup, j'ai été sous antidépresseurs et les antidépresseurs ont j'ai testé plusieurs molécules, mais c'était quand même stimulant parce que j'avais vraiment plus d'énergie. J'avais vraiment du mal à être active, et être efficace et cetera et du coup, le fait de prendre l'antidépresseur, qui vont vraiment stimuler ton énergie, ou réguler, tes émotions avec, le traitement de TDAH où ça régule aussi, les émotions finalement, en fait, on s'en sort pas, du coup, pour moi, ça a pas très bien fonctionné et comme ça n'a pas fonctionné, le psychiatre a considéré que non, j'en avais pas un alors qu'il m'a vraiment mis sous le tapis, les difficultés que j'avais évoquées. Il a dit: «Non, je pense que c'est juste de l'anxiété». Mais c'était un psychiatre que je recommande pas, qui n'était pas spécialement à mon écoute, qui avait une attitude, enfin, il était vraiment pas spécialisé sur ce trouble-là et donc quand finalement ça allait mieux et que je suis sortie de cette dépression, que j'ai quitté ce travail, alors en début d'année 2025, donc j'ai pris, rendez-vous avec un nouveau, psychiatre plus spécialisé, dans le TDAH, qui a vraiment l'habitude, dans un cabinet, qui prend souvent en charge des personnes, qui ont un TDAH, hem et donc j'ai dû patienter 4 mois avant d'avoir ce rendez-vous et en attendant, du coup, j'ai pris rendez-vous avec, une psychologue. Je voyais déjà une psychologue par le passé, mais elle avait pas non plus de spécialité, pour le TDAH. Donc j'ai décidé de voir une psychologue, spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale. Donc ça aide, souvent les personnes, qui ont un TDAH à se faire, diagnostiquer. Donc je m'étais dit: «Alors je sais pas si elle va me faire un diagnostic, mais peut-être qu'elle va me mettre sur la piste, qu'elle va déjà m'aider, à trouver des solutions». Parce que, à ce moment-là, j'avais pas spécialement envie de nouveau prendre des médicaments. Vu que la seule fois que j'en avais pris, où j'avais testé, pendant 3 4 jours à peine, ça s'était vraiment mal passé et j'avais pas vu de progrès, à ce moment-là parce que, ben, c'était pas non plus le moment, c'était pas les bonnes conditions et donc cette psychologue, c'est une psychologue clinicienne, elle m'a fait déjà, bah, en fait, des entretiens, en fait, parce que le diagnostic se passe sous la forme d'entretiens où on va te poser des questions sur, les difficultés que tu as eues dans ta vie et il faut que ça a vraiment un impact, enfin, moi, c'était retentissant dans plusieurs domaines, dans le domaine, scolaire et professionnel et dans le domaine social, à la famille, enfin, dans ma famille, auprès de mes amis. Ça avait vraiment des impacts dans plein de domaines de ma vie et des impacts négatifs plutôt, parce que les impacts positifs, alors j'en parlerai après, mais c'est pas le sujet. Heu, et du coup donc avec cette psychologue, j'ai pu, refaire un peu le parcours de
j'ai pu retracer le fil des difficultés que j'avais perçues dans ma vie, que j'attribuais à ça. Et donc, c'était beaucoup d'échanges. Et ce que j'ai apprécié, qui est pas mal adapté comme moi, on a un TDAH avec une propension au bavardage comme moi, c'était d'avoir des entretiens d'1 heure parce qu'il y a certains psychologues ou psychiatres en 20 minutes, tu vois, c'est terminé. Et là, du coup, donc les personnes qui m'accompagnent, ma psychologue et le psychiatre, font des entretiens d'1 heure à chaque fois quand c'est possible, en tout cas les premiers temps. Et donc, avec elle, on a pu, comme je disais avant, regarder dans mes bulletins scolaires que j'avais conservés. Donc, en fait, dès la maternelle, c'était précisé que j'avais du mal à tenir sur ma chaise, que je chahutais un peu en classe. Mais ça, c'était vraiment dans les toutes petites classes. Et puis après, c'était beaucoup moins présent. En tout cas, c'était pas écrit noir sur blanc enfin, sur les bulletins. Et, euh, et après, c'était assez évident par rapport au fait que j'interrompais. Par exemple, tu vois, dans les petites classes en maternelle, il y avait déjà des cases où je couchais pas forcément, que j'arrivais pas à m'adapter. Moi, j'arrivais pas à attendre avant de lever la main pour parler, tu vois. En gros, j'interrompais déjà. Et du coup, quand il fallait faire, même en maternelle ou primaire, il fallait faire des débats. En gros, j'arrivais pas à attendre mon tour pour parler, tu vois. Donc, ce genre de choses où, du coup, ça m'a été aussi beaucoup reproché par mes amis. C'est vrai que maintenant, avec le traitement, ça m'aide à... J'ai moins cette difficulté-là. Mais c'est vrai que du coup, je prends quand même beaucoup d'espace de parole. Et parce que j'ai toujours ce sentiment d'urgence, parce que j'ai l'impression que sinon je vais oublier. Et donc, quand une personne parle, en fait, ça me fait penser à plein de sujets. Et plutôt qu'attendre et me dire, c'est pas grave, je peux pas dire tout ce que j'ai en tête, ben, en fait, j'ai quand même ce besoin de Ouais, faut que ça vider. sorte tout de suite. Ça, faut que je déverse toutes les montées, tu vois. Donc effectivement, donc avec cette psy, ça t'a permis d'avancer en attendant de voir le nouveau psychiatre. Oui. J'ai l'impression que ça t'a bien aidé, elle avait l'air bien. Grâce à cette psy, j'ai pu avoir des pistes pour expliquer aussi mon TDAH auprès de ma famille et leur montrer, tu vois, des infographies qui vulgarisent les Mmh. difficultés qu'on peut avoir et aussi qui donnent des aides d'organisation. Alors pour moi, c'est pas magique parce que justement, j'ai eu besoin du traitement, mais il y a peut-être des personnes que ça peut aider et c'est là justement la différence entre une personne qui va avoir besoin des médicaments ou pas. La thérapie cognitivo-comportementale, ça peut aider et suffire chez certaines personnes. Et les personnes que ça n'aide pas vont avoir recours aux médicaments en général. Ok, d'accord, je comprends. Et donc après, quand t'as vu ce psychiatre, donc qui était spécialisé lui sur le TDAH, si j'ai bien compris. Euh, alors au début, je pensais, mais finalement, ils sont pas. Alors du coup, je m'en mêle, mais alors ils sont pas spécialisés, mais ils ont l'habitude d'avoir des patients D'accord. qui consultent pour ça. Ça n'a pas été explicitement dit, mais quand j'étais dans la salle d'attente, j'ai vu que derrière la secrétaire, il y avait une pile de documents avec des patients qui consultaient pour le TDAH. Ok. Bon, ça va, c'est que apparemment il arrivait à C'est suivre quoi. ça, c'est ça. Ok. Et avec ce psychiatre, ça s'est mieux passé? Alors là, ça s'est mieux passé parce que du coup, il a vraiment fait un. Bah, le premier entretien était vraiment dédié à ben, lister tous les. Enfin, il m'a posé énormément de questions du coup, auxquelles je cochais quasiment toutes les cases. Donc, moi, j'avais beaucoup d'exemples en plus à donner parce que j'avais déjà en fait identifié ces difficultés. Donc, en fait, c'était plus simple parce que ça me permettait de me cadrer sur les exemples à donner. Mais j'en avais beaucoup parce que. T'avais déjà fait un travail au préalable qui te permettait finalement d'avoir plein d'exemples différents sur, Mm. bah, sur tous Oui, les c'est ça. troubles que tu peux avoir au quotidien finalement. Oui, c'est ça. Du coup, oui, c'était vraiment un entretien, ouais, à peu près d'1 heure, avec beaucoup de questions. Alors forcément, quand on voit un psychiatre pour la première fois, il faut aussi faire le background familial. Et puis après, on s'est concentré sur le TDAH pour la plupart, pour le reste de l'entretien. Et question peut-être bête, mais en gros, quand tu arrives bah, soit chez la psychologue, soit chez le psychiatre, quand tu arrives, tu te dis bonjour, en fait, je viens vous voir parce que je pense que. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Ok. passé comme ça, en fait. Ouais, ouais. Non, mais parfois, tu sais, c'est des questions un peu bêtes, mais est-ce que tu bah, donnes ton potentiel pseudo-diagnostic ou pas? Ou est-ce que tu dis, bah, genre, tu sais, t'arrives et tu listes en disant, bah, écoutez, j'ai ça, 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 selon vous, qu'est-ce que c'est, tu vois? Ah non, non, j'ai été carte sur table. Ok. J'ai à chaque fois dit, alors je suis quasiment sûre que j'ai ça. J'ai besoin que vous me le confirmiez.
Et après, j'ai aussi quand même temporisé. Je me suis dit: «Bah, si c'est pas ça, il y a forcément autre chose parce qu'en tout cas, j'ai plein de difficultés et je sais que tout le monde n'a pas la même difficulté, les mêmes difficultés que moi». Enfin, un gros package, quoi, si tu Ouais. veux. OK. Donc du coup, il t'a mis sous un traitement pour voir si ça apaisait les différents troubles du quotidien. Oui, c'est ça. En Et ça France, est il y a c'est un seul pardon. traitement? En France, en fait, il y a une molécule et après il y a plusieurs, formes de libération et du coup, il y a plusieurs noms commerciaux, mais en gros, la molécule, c'est le méthylphénidate. D'accord, et ça veut dire quoi quand tu dis des modes de libération? Alors parce que moi, la première qu'on m'avait du coup administrée avec l'ancien psychiatre, c'était la Ritaline. C'est la plus connue aujourd'hui et en fait, ça peut être à libération immédiate ou libération modifiée ou libération prolongée et en gros, c'est la façon dont la molécule va se en gros libérer dans le sang si tu Ah veux OK. et il y en a, alors du coup, moi, la Ritaline, c'était pas très bien passé parce que en fait, il y a des effets indésirables qui sont plus ou moins forts et aussi en fonction du dosage, comme, c'est pareil avec les antidépresseurs, enfin, c'est le genre de choses que tu dois, justement, qui, impose un suivi régulier, par le psychiatre pour, adapter la dose en termes d'efficacité, et de bénéfice-risque, si tu veux. Ouais, d'accord, je comprends. Donc tu as fait ce test avec ce médicament C'est ça. et ça t'a aidé? Oui. Oui, ça Et m'a d aidée et au et ça m'a quotidien, ça a «apaisé» ou «gommé» entre guillemets, quel type de symptômes? Est-ce que ça a un petit peu gommé tout, plus ou moins certains, comment ça se passe aujourd'hui du coup? alors moi, la première chose que ça a amélioré, c'est mon rapport au temps. Du coup, j'arrive enfin à être à l'heure au rendez-vous et c'est une grosse fierté pour moi parce que j'étais vraiment cataloguée comme celle qui va être en retard à chaque fois. Le seul endroit enfin, j'arrive à ne pas louper, tu vois? Quand je prends le train, l'avion, quand je vais voir un film, je suis pas en retard. Mais en gros, s'il y a pas d'impact, Ouais, s'il y a pas un gros enjeu derrière, il y a pas exactement, mais voilà. c'est comme tu disais, tu as vachement besoin de ce truc de, récompense. Ouais, de Donc récompense effectivement, immédiate. arriver en retard parce que tu dois boire un verre avec un pote ou une copine, bon, c'est pas grave si tu arrives en retard quoi, tu vois? Alors Que c'est si pas tu loupes grave. ton avion, bon, ça craint. C'est ça. C'est pas grave, donc en gros, je me le «permettais» entre guillemets, mais C'est ça. c'était vraiment après perçu comme là où j'avais des difficultés là-dessus, c'est que c'était aussi perçu comme, de l'impolitesse, ça fait attendre des gens, donc je me sentais vraiment mal par rapport à ça et même si à part, après, même si quand une personne me connaît bien, elle sait que il y a des personnes auprès de qui ça ne passait toujours pas et parce que c'était vraiment perçu comme, ben, de l'impolitesse et voire plus, tu vois? Et après du coup, ce qui m'impactait aussi, pas mal, c'était que du coup, j'avais une faible estime de moi-même parce que du coup, je me dis: «Mais je suis vraiment incapable de tenir un a» enfin, parce que du coup, tu passes pour quelqu'un qui ne sait pas tenir son agenda, alors que je faisais que regarder l'heure en permanence, ça n'a pas changé. Donc je regardais l'heure, mais j'y arrivais pas. Et alors maintenant, je regarde toujours l'heure, mais du coup, le traitement m'aide à mieux gérer, les imprévus parce qu'en fait, j'étais persuadée, par exemple, qu'avant de partir, j'avais le temps de passer l'aspirateur, de faire ci, ça et parce que, ben, voilà, j'ai des manies aussi, mais du coup, c'était infaisable, j'étais persuadée d'avoir le temps de me sécher les cheveux avant de prendre une douche. Enfin voilà, c'était cette fameuse, en anglais on dit time blindness où du coup tu as l'impression que le temps est extensible, alors que Tu as non. l'impression qu'en 1 minute, il y a 1 heure qui rentre à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça Mmh. et du coup, c'est là maintenant ça m'a quand même aidée, par rapport à ça, même si, j'ai encore, l'impression, tu vois, d'être, si je suis sur mon téléphone, mais ça on l'a tous, tu as l'impression d'être Oui. absorbé et que le temps file et tu t'en rends pas compte. Ça, on l'a tous. Franchement, ouais, les réseaux sociaux, c'est malsain là-dessus. Ah non, mais vraiment. Donc ça m'a aidée, ouais, par rapport au retard et j'ai aussi l'impression alors du coup, j'ai moins d'impulsivité et l'impulsivité, chose que j'ai pas encore mentionnée, c'est que j'avais beaucoup d'achats d'impulsion, donc addiction au shopping en gros, parce que c'est la récompense immédiate. Donc quand je te disais qu'il y avait des personnes qui ont des addictions, après ça peut aussi être des addictions, plus graves. Alors moi, ça avait pas d'impact, qui me mettait en danger, mais il y a des personnes, moi, qui vont avoir des comportements addictifs avec la drogue et parce qu'en fait, ça calme,
il y a de la dopamine et donc il y a cette, récompense immédiate et surtout ça va calmer le flux de pensée permanent. Enfin voilà, il y a des drogues qui vont, en fait, il y a des personnes qui vont s'auto-médiquer avec, la drogue parce que, et donc qui peuvent pas dormir sans avoir pris un joint, enfin sans avoir fumé un joint le soir alors que, du coup c'est pas vraiment un traitement, enfin tu vois? Bon, chacun fait comme comme il peut, mais, moi c'est vrai que du coup, j'ai jamais été, là-dedans, mais donc alors je parlais de quoi? L'impulsivité et alors l'hyperactivité, du coup, ça calme aussi le flot de pensées, tu vois, dans ma tête et là où je vois vraiment que c'est efficace, c'est que en fait, moi, j'ai la molécule à libération modifiée donc pour avoir, moins d'effets indésirables parce que les effets indésirables, que j'ai pu avoir avec la Ritaline, c'était les palpitations cardiaques Ah ouais. et c'est assez stressant parce que tu as l'impression que tu vas faire une crise de Ouais. panique, ton cœur s'emballe. D'ailleurs, un prérequis avant d'avoir, cette prise de médicaments qui est très contrôlée parce que c'est des psychostimulants, il faut voir, une cardiologue. C'est pour faire des tests et voir si tu es en bonne santé, physique. Il faut faire de l'activité régulière et cetera. Faut avoir une bonne hygiène de vie OK. globalement, ça aide toujours, mais ça aide aussi le TDAH à avoir une bonne hygiène de vie et à bien dormir et cetera. Et d'ailleurs, pareil, j'avais aussi des problèmes de sommeil parce qu'en fait, quand tu as l'hyperactivité mentale, j'avais beaucoup d'insomnie depuis, des années, et donc je considérais que mal dormir, enfin, c'était normal, tu vois? Mmh. Alors que, alors qu'en fait, moins tu dors, en plus, plus tu as de symptômes, en fait, le lendemain, si tu as peu dormi. Ouais, c'est un engrenage. La dette de sommeil, elle a un fort impact, sur, nous et du coup, moi, le fait de prendre ce traitement, ça m'aide, vraiment dans à canaliser mes pensées et aussi le fait d'avoir, j'ai moins de labilité émotionnelle. C'est-à-dire que, du coup, ça régule mes émotions, mais donc ce qui est assez perturbant, c'est que j'ai l'impression que ça change ma personnalité. Parce que moi, j'ai pendant longtemps attribué ma personnalité au fait que j'étais spontanée et que je réagissais beaucoup enfin, de façon, vive émotionnellement aux choses qui me touchent et dans les interactions et du coup, le fait de plus avoir cette spontanéité, ouais, j'ai je ça change enfin, c'est un peu bizarre parce que du coup, c'est quelque chose que j'attribue à ma personnalité et finalement, c'était mon trouble Bah, donc ça l'accentuait, quoi. c'est ça. Mmh. Donc je suis moins, spontanée. Mais du coup, je suis beaucoup plus réfléchie. C'est assez difficile à appréhender, Ouais, enfin ça voilà doit être et bizarre parce que d'un côté, tu dois te sentir apaisé mmh, et d'un autre, tu dois être en train de te dire: «Mais en fait, je suis pas autant que ce que je pensais», tu vois? Genre, tu sais, parfois, je sais pas, ça doit te le faire, tu sais, tu te dis: «Non, mais moi, ce trait de personnalité, vraiment, je suis vraiment comme ça», tu vois? Genre dans l'excès et tout et là, bah, grâce au traitement, tu dois te dire: «Ah, en fait, je le suis pas tant. En fait, bah, ça c'est va». ça. C'est ça. Alors je suis toujours bavarde, ça n'a pas changé. Quelque chose que j'ai pas mentionné, par exemple, tu vois, quand on a un TDAH, c'est qu'on j'avais tendance à l'overshare. Enfin, du coup, à dire trop de choses sur, ma vie perso. Tout de suite, tu vois, quelqu'un avait bon, du coup, pour le podcast, c'est pas mal. Mais, mais c'est vrai que du coup, ça peut être un peu déstabilisant pour quelqu'un qui te connaît pas suffisamment et puis, du coup, j'avais tendance, ouais, à trop en dire, donc, alors là, j'ai pas spécialement remarqué si ça avait changé. Mais je pense puisque je suis moins, directe. Je vais plus être, dans Dans la dans retenue? l'introspection Mmh. ouais, dans l'introspection avant. Mais donc ouais, moi, c'est quelque chose quand même que je continue, à trouver perturbant parce que du coup, tu vois, j'ai l'impression un peu d'avoir, une muselière quoi, tu vois, en gros, «Reste calme», tu vois? Enfin, ouais. Ouais, je peux comprendre. Mais du coup, là, ça fait, combien de temps que tu prends ce traitement? Ça fait quelques Ça mois? ça fait 2 mois, OK, d'accord. un peu moins. Mmh. D'accord et aussi, je voulais te demander, bon, quand tu as eu le diagnostic, même s'il a pas été dit directement, ça t'a fait du bien? J'aurais aimé qu'ils le disent du coup directement. Mais le fait de reprendre, le traitement et que ça se concrétise, oui, ça m'a fait du bien parce que du coup ça a légitimé, ce que je pensais et que les autres avaient tendance des fois à remettre un peu en doute, tu vois? Parce que quelque chose aussi, que j'aimerais mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ouais, qui remettent en doute cette ch
ce trouble et il y a aussi des personnes qui n'y croient absolument pas et qui pensent que c'est une excuse, qui pensent d'ailleurs aussi, sur les enfants que c'est juste un manque d'éducation, que c'est entre guillemets «l'enfant roi», qu'on lui laisse tout passer, ah cette mode du TDAH et tout ça. Alors qu'en fait, ils n'y peuvent rien et que c'est vraiment, c'est un trouble et que c'est pas juste un mauvais comportement, en fait. Parce que c'est vrai que du coup, tu vois, j'imagine que quelqu'un qui va te couper la parole, se lever, enfin réagir fortement, ça c'est mal perçu parce que c'est perçu comme, ouais ou de l'immaturité, par exemple. On m'a déjà, Bah, puis ça on m'a rentre pas déjà non fait plus dans les cases de la société, parce que un enfant, bon, ça c'est encore tout un sujet, mais l'enfant doit être calme, il doit être sage, il doit rien dire, il doit pas vivre en fait. exactement. Donc si en plus il a un trouble, voilà, comportement, cognitif, psychologique Mmh. ou autre, alors là, c'est la fin des haricots. Mais c'est, le prochain sujet que je voulais voir avec toi, c'était justement ton entourage. Que ça soit, ton entourage, très proche, donc la personne avec qui tu vis, comment est-ce que lui, le vit en fait, de vivre avec une personne, TDAH et diagnostiquée maintenant? Tes proches en termes social, tes amis et salut le chat. Et puis surtout aussi ta famille parce que, ils te connaissent depuis que tu es enfant, depuis que tu es toute petite. Donc comment est-ce que, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a évolué leur regard, leurs sentiments par rapport à ça? Alors j'ai l'impression que, je vu que je suis, au centre de ce qui m'arrive, je remarque beaucoup plus les changements avec le traitement aujourd'hui et le diagnostic que les autres et donc des fois quand j'en parle, ça je trouve ça un peu frustrant parce qu'on m'a pas fait de retour, genre: «Ah waouh, c'est beaucoup mieux maintenant», mais les répercussions positives, c'est le fait d'être à l'heure, ça surprend tout le monde du coup. Et c'est vraiment un exploit quoi, genre waouh, elle est à l'heure, elle est même en avance, qu'est-ce qui lui arrive, tu vois? Mais Je tiens à dire que tu étais à l'heure pour, notre oui, podcast, hein. ça a failli ne pas être le cas. Mais oui. Ton copain, justement, comment est-ce qu'il l'a perçu? Comment est-ce qu'il l'a vécu avant? Parce que, c'est vrai, être avec une personne, voilà, qui a, de l'anxiété, qui est très sensible, qui, est tête en l'air et cetera, c'est pas toujours facile à vivre au quotidien et je le dis en connaissance de cause. Même si c'est pas de sa faute et cetera. C'est vrai que, l'autre aussi, vit avec ça. Donc lui, peut-être, est le plus impacté par, ces changements? Peut-être, je sais pas. Oui, alors aujourd'hui, je suis dans un couple hétéro et clairement, le fait d'avoir un TDAH, ça impacte, ma vie en couple, et surtout alors moi, ce qui était assez, caractéristique, enfin ce qu'il est toujours, c'est du coup la gestion de mes émotions, en couple, et surtout en période, où les hormones, où les hormones sont chamboulées, en période, prémenstruelle et pendant les règles et cetera et c'est vraiment du coup en fait ça exacerbe, les symptômes, du TDAH en SPM et sachant que déjà tu as les douleurs et en plus tu as, plus enfin je suis plus émotive par exemple et donc j'ai mis beaucoup de temps avant d'identifier tout ça parce qu'on n'en parle pas, beaucoup mais c'est vrai que du coup, ça va avoir, un impact sur, comment tu réagis, s'il y a des conflits, enfin, moi, Bien sûr. je Déjà pense que que ça sans ça, toute cette mmh, période, mmh, voilà, de SPM, c'est pas mmh, facile. Enfin, c'est souvent pas facile, hein, il y a des femmes qui mmh. le vivent mieux que d'autres et puis ça dépend des mois. Mais oui, je pense qu'en plus, quand par-dessus ça, tu as un autre problème hormonal qui est là, qui joue, plus tous les troubles qu'on cite depuis le départ. Ouais, je pense que les femmes TDAH ont des symptômes, en tout cas hormonaux, qui doivent être bien plus costauds naturellement que les hommes. Je pense aussi et en fait, pour moi, c'est vraiment en tout cas dans mon couple, la différence, c'est aussi le fait, par exemple, de prendre du temps à me préparer. Je pense que c'est pas que le cas des personnes qui ont un TDAH. Enfin, quand tu es une femme, en général, ça dépend pour qui. En tout cas, enfin, je vais parler pour moi. Je prends du temps à me préparer. Quand je veux me maquiller, quand je veux faire ci ou ça, je suis très perfectionniste, je vais passer un temps fou et ça, c'est assez frustrant, pour mon copain,
gros cliché qui a juste besoin de s'occuper de sa barbe et de se tondre les cheveux, tu vois? Parce qu'il est chauve, mais en gros, il passe quand même beaucoup moins de temps à se réparer que moi et puis parce que lui, il est pas spécialement coquet. Je En fait, ça dépend de la personnalité de chacun, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même ce truc où il va avoir le sentiment de toujours devoir m'attendre quand on doit sortir et je pense qu'il y a une part de TDAH où moi, en plus, je sais que moi non plus, j'aime pas attendre, en fait. Vu qu'on a une hyperactivité, j'aime pas attendre, j'ai du mal à attendre au feu rouge. Ou j'ai du mal à marcher derrière quelqu'un qui marche trop lentement, donc je vais le dépasser. Mais du coup, je lui impose ce que moi, j'aime pas non plus. Ce qui fait que ça crée des frustrations où je lui ai dit, bah écoute, accepte-moi comme je suis, parce que ça, même avec le traitement, ça n'a pas l'air de changer. En tout cas, je le mets dans mon propre agenda. Ouais, Mais ouais, voilà. c'est peut-être inhérent en fait à toi, en fait, à ta Ouais, personnalité, à c'est ce ça. que tu es profondément, Ouais. sans le Mais trouble et tout ça autour, mmh. quoi. Mais en tout cas, je suis moins en retard. Donc en fait, le fait de plus être en retard, finalement, il attend aussi, mais on arrive à l'heure. Donc ça va. Parce que c'est vrai que du coup, quand tu dans un couple et que tu mets le couple en retard, si tu veux, en fait, ça a impacté ma famille, ça a impacté mon couple et du coup, ma famille enfin lui, il devait, payer les pots cassés et il supporte pas d'être en retard et dans ma famille, c'est pareil. Mes parents, supportent pas quand je suis en retard, donc ça arrivait, que quand on vit encore ensemble, ça arrivait que si on devait manger ensemble au resto, ils partaient sans moi. Parce qu'ils avaient pas envie d'être en retard, donc ils avaient pas envie de subir, en fait, le fait que je sois en retard, donc j'étais en retard toute seule et ils le vivaient hyper mal d'ailleurs, alors Mmh. que je leur avais dit mais moi, ce qui est difficile avec le TDAH, c'est que quand j'en parle, en fait, autour de moi, encore aujourd'hui, même avec le traitement, dans ma famille, c'est que et dans mon couple, dans ma belle famille aussi, c'est plus reproché dans mon couple et dans ma famille directe, de tout ramener à ça, en fait. Sauf que moi, c'est tout ce qui me caractérise, c'est mes difficultés, elles s'expliquent toutes quasiment, avec ça. Oui, et puis en Donc plus, c'est nouveau ton diagnostic, ça fait que ouais. quelques mois, finalement Mmh. que c'est acté. Ouais. Donc enfin, ça doit aussi être un soulagement sans dire, tu vois, de te cacher, je mets des guillemets, «te cacher» derrière ça pour tout et rien, tout le temps. Mais ça doit te faire du bien, en fait, de te dire: «Ah ouais, mais ça, je sais que c'est à cause de ça, quoi». Mmh. C'est ça. Du coup, après, on m'avait aussi reproché, de pas utiliser ça comme excuse. En gros, bah, trouve des solutions. Mais c'est pas toujours facile, franchement. Donc je cherche encore, les clés parce qu'il y a pas de baguette magique. Enfin, le médicament n'est pas non plus miraculeux. Mais ça m'a quand même beaucoup aidée, ouais, dans l'impulsivité et la gestion des émotions. Mais comme dit, quand j'ai mes règles, c'est pas non plus, magique. Ouais, mais bon, normal, franchement, c'est déjà assez Ouais, compliqué comme ça. c'est ça. Une chose après l'autre. Voilà. Et ta famille, du coup, quand tu étais, petite, enfant, même Mmh. jeune adulte, enfin, tout le temps, en fait, où tu as pu vivre avec eux, Mmh. hem, bah, comment est-ce qu'ils vivaient, cette hyperactivité, ce trouble de l'attention, ces émotions et cetera? En fait, je faisais pas mal de sport. Je faisais beaucoup de danse, quand j'étais plus jeune et j'ai fait pas mal de sports, différents et en fait, j'étais très casse-cou. Du coup, je me suis j'ai souvent été à l'hôpital donc tu vois, quand un médecin me demande la liste de ce qui m'est arrivé, je suis là: «Alors on commence par où?» parce que du coup, j'ai eu des agrafes dans la tête, j'ai eu 2 entorses, j'ai eu une minerve, enfin j'ai eu plein de trucs, Waouh! tu vois? Et du coup, c'est caractéristique, parce que, ben, du coup, je pouvais pas m'empêcher de gigoter et donc j'étais, ben, toujours comme dit tête en l'air donc par exemple, à un moment, j'avais été inscrite à la gym et au moment où ma mère devait me ramener, à la maison, je faisais un poirier alors que le cours était terminé et en gros, j'ai voulu lui faire coucou, mais sauf que j'étais à l'envers donc qu'est-ce que j'ai levé une main et du coup, je me suis fait mal à la nuque et je suis revenue le lendemain en cours avec une minerve. Et du coup, c'était vraiment tête en l'air donc il ça créait pas mal de voyages, enfin ouais, j'allais beaucoup, à l'hôpital et c'était assez compliqué à gérer à ce niveau. Sauf que en fait, le sport, c'est vraiment, ça aide, en fait, à canaliser, ton énergie quand tu es un enfant hyperactif et ça aide, aussi, à créer la dopamine et du coup à réguler, les symptômes. Du coup, je pense que ça m'a quand même aidée.
assez été bénéfique. Et j'ai aussi été tête en l'air, où je perdais des objets et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment difficile parce que du coup, ça te met dans des positions, ça te met ça m'a mis dans des positions, compliquées où j'ai dû refaire des cartes d'identité, j'ai perdu des téléphones, je suis partie à l'étranger, sans carte bancaire. Ça a créé des soucis administratifs où j'ai un peu été la risée, au collège où parce que je suis allée en Inde, première fois que je prends l'avion et je suis restée là-bas 2 semaines et au moment de rentrer, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon passeport. Donc j'ai perdu mon passeport en Inde et tous les élèves qui étaient avec moi, étaient déjà, de l'autre côté de la barrière pour, prendre l'avion retour et moi, du coup, j'avais en plus plus ma valise parce que je leur avais laissé, donc j'avais juste mon sac à dos avec un gros nounours dedans, donc j'avais pas du tout les affaires de première nécessité. J'ai dû rester là-bas quelques jours avec, un des profs qui est resté avec moi. Enfin, on a dû refaire des papiers. Donc c'est assez coûteux quand tu une personne TDAH et que tu perds des choses importantes et des papiers, c'est coûteux parce que du coup tu dois, ben, là, j'ai dû repayer un billet d'avion, une nuit d'hôtel et cetera et donc c'est, un peu le coût le coût de ce trouble, sans compter, tu vois, le fait de consulter et cetera, ouais, le fait de perdre des objets. Récemment, j'ai encore, fait tomber mes AirPods, je les ai perdus, alors que ça coûte cher. J'avais perdu mes premiers AirPods, j'en ai racheté au bout de quelques mois, hein, je les ai rachetés et en fait, ben, non, je les ai rachetés assez rapidement parce que je ne vis pas sans la réduction de bruit et tout ça, je m'ennuie, je supporte pas le silence. Donc j'ai besoin de toujours faire plein de choses en même temps. Mais du coup, j'ai retrouvé mes anciens AirPods. Donc en gros, je me suis retrouvée et plusieurs mois après, pareil, j'ai perdu une carte d'identité, je l'ai refaite au bout de j'ai attendu des années avant de refaire ma carte d'identité pour finalement, au moment de la refaire, celle qui était périmée, je la trouvais plus. Je l'ai retrouvée, pareil, des mois après, l'avoir enfin refaite. Du coup, j'avais payé un timbre fiscal, pour rien, enfin, donc tout ce genre de choses où du coup, j'ai dû faire une déclaration de perte de ma carte d'identité alors que, tu vois, après je prends un sac à main que j'ai ressorti de mon placard et en fait, c'était dans un de mes énièmes sacs à main. J'étais là: «Mais c'est ridicule!» mais en même Énième temps, c'est sac à drôle. main qui est dû à l'impulsivité parce que du coup, l'achat compulsif. Ah non, mais c'est ça, mais c'est une catastrophe. Donc oui, c'est toute une gestion, franchement, c'est Ouais. difficile parce que dans ma vie, l'impact, c'est quand même que je suis perçue comme quelqu'un de désorganisé et du coup, d'instable. Enfin, il y a quand même une instabilité émotionnelle et pour gérer un budget, c'est compliqué, en tant que personne TDAH. Donc moi, heureusement que mon copain est comptable Eh, et bien vu, qui hein! ah non, mais ils m'aident beaucoup, ils m'aident beaucoup pour budgétiser les vacances, et tu vois, ils m'aident dans enfin, ils m'aidaient aussi dans l'impulsivité, mais c'est vrai que du coup, quand personne autour de moi n'avait cette impulsivité, maintenant, le fait de comprendre que c'est lié à ça, c'est, ça explique beaucoup de choses, en fait. Je comprends. Au niveau social, du coup, parce qu'on a Mmh. parlé de ton amoureux, de côté famille et niveau social, comment ça se passe? Tu disais tout à l'heure, par exemple, que le fait que tu sois en retard, bah, il y en a avec qui ça passait, d'autres moyens, d'autres pas du tout. Est-ce Mmh. qu'il y a d'autres exemples comme ça? Je sais pas, bon, c'est vrai que du coup, on parle plus des aspects négatifs pour le moment, mais est-ce que, bah, il y a peut-être des amitiés, par exemple, que tu as perdues, parce que des personnes, ne comprenaient pas, ne voulaient pas comprendre ou bah, juste n'acceptaient pas ça et c'est aussi leur droit, hein, mais est-ce que ça a pu t'arriver aussi? Alors, en fait, quand tu as un TDAH, tu es quand même quelqu'un, d'assez, créatif alors moi, du coup, je me considérais un peu comme perchée, en fait, où du coup, j'ai des associations d'idées, j'aime bien faire des jeux de mots, et ben, souvent, ça fait parler. Du coup, je me fais rire toute seule et donc bah, j'ai accepté que je suis mon propre public. Et en même temps, tu as besoin de qui? De personne à part toi? C'est ça. Je compatis 10 000 fois. Mais finalement, du c'est vrai qu'en général, bah, ça passe ou ça casse, ce genre de choses. Après, c'est aussi les affinités, quand je sens que ça passe pas, tu vois, je sais pas où me mettre et cetera. Mais par rapport, à l'impact, sur mes amitiés, disons que le retard, c'était assez compliqué. Après, en général, les gens ont accepté et puis maintenant, tu vois, je fais vachement, de progrès, par rapport à ça. Mais, là où c'est compliqué, en fait, c'est que,
il y a une histoire de permanence de l'objet. Je m'explique. En fait, pour moi, avec ce TDAH, j'ai vraiment ce côté, loin des yeux, loin du cœur, ou si tu veux, quand il y a des amis que je vais pas voir pendant longtemps, j'ai l'impression que du coup, en gros, enfin, j'ai du mal à garder les contacts longtemps, enfin à aller vers les gens. Alors moi, pour moi, c'est ma personnalité, mais je sais qu'il y a quand même un aspect du TDAH qui fait qu'on pense moins, à parler aux autres si par exemple, il y a pas de justement les réseaux sociaux, ça m'aide. Si je vais voir, quelqu'un qui a fait une story, je vais prendre des nouvelles, facilement, mais mais des fois, je vais pas aller vers quelqu'un et ça veut pas dire pour autant qu'on n'est plus amis, mais c'est juste que du coup, en fait, je suis capable d'oublier. Heu, enfin, sur les réseaux sociaux, ça se matérialise aussi beaucoup par le fait que vu que je suis très hyperactive, je vais parler moi, je suis très bavarde et j'aime beaucoup parler avec les gens, donc je suis capable de parler avec plein de gens en même temps, mais donc ça peut aussi être perçu comme, du coup, je suis dissipée, en amitié ou je vais avoir moins le temps de répondre, en fait, moi, c'est tout ou rien, c'est-à-dire que d'un coup, je vais écrire énormément à quelqu'un, on va échanger pendant des heures et ça va être très, très fusionnel et et des fois, pas du tout et donc c'est pas constant, en fait. C'est pas, c'est difficile à appréhender, pour moi et pour les autres parce que je vais avoir des moments où je vais être beaucoup moins dans l'échange et mettre du temps à répondre, par exemple. Parce que je sais qu'en fait, je vais avoir une discussion j'aime pas les discussions, superficielles. J'aime bien aller, hyper profondément dans un sujet, approfondir sous tous les angles et du coup, j'ai envie que l'échange soit qualitatif et donc ben, ce qui fait que je repousse le moment de répondre parce que je veux avoir le temps de faire une réponse, quali, avec des pavés, en fait, si tu veux. Ça, c'est la différence par rapport à mon mec où, bah, lui, il va échanger des mèmes avec ses potes alors que moi, bah, j'adore recevoir des réels drôles et tout, mais en fait, ça me stimule pas. Enfin, j'ai besoin vraiment d'échanger de sujets profonds, pour me sentir connectée aux autres et ça, des fois, ça passe pas toujours parce que, j'aime bien débattre, j'aime bien philosopher si tu veux et donc des fois, il y a des personnes qui ont pas forcément l'énergie pour et donc quelque chose aussi, qui me caractérise et qui fait partie des questions qu'on m'a posées, pendant le diagnostic, est-ce que, j'avais une sensibilité particulière, à des sujets politiques? Enfin, il y a vraiment cette propension au militantisme et à prendre à cœur vraiment les sujets, de manière, vive. Ça peut créer des tensions, ben, sociales dans la famille ou quoi, parce que quand tu as pas les mêmes valeurs et les mêmes convictions, les mêmes croyances politiques, c'est compliqué et du coup, ouais, c'est un package. Du coup, je peux comprendre aussi que enfin, tu sais, c'est ce qu'on appelle un peu le small talk, que ça t'intéresse pas, en fait. Parce que, bah, juste, «Ouais, ça va, ouais, et toi?» et donc? Mmh. C'est-à-dire ça va? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, c'est pas juste que ça m'intéresse pas, c'est que j'y arrive pas. Ouais, c'est C'est que tu que accroches pas, en en fait, ça te gros stimule pas. ouais, 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 mais ça bloque, ça bloque. Enfin, j'ai même pas cette capacité de faire semblant, tu vois? Mmh, Et je du coup, comprends. ça crée des moments de gêne des fois. Et c'est vrai que, bon, on a parlé pas mal des côtés, négatifs que ça peut apporter, à ta vie, mais est-ce que, il y a des côtés positifs à tout ça? Alors oui, en fait, j'ai quand même, pas mal d'attrait pour, ce qui est, créatif. En fait, la créativité, ça vient de la spontanéité et de l'impulsion. Alors du coup, pas forcément sous traitement, mais par exemple, vu que je vais avoir beaucoup d'idées, alors il y en a des très bonnes et des très mauvaises, mais quand j'ai des idées, il y en a beaucoup et donc ça me permet d'avoir des idées qui sortent un peu du lot par rapport à d'autres personnes et du coup, c'est pour ça aussi qu'on aime bien, cette étiquette de personnes atypiques parce que du coup, on a des idées, atypiques et les façons de moi, je sais que j'ai ma façon aussi de m'habiller de manière, excentrique, de temps en temps et j'en ai fait une force parce que j'aime bien, sortir du lot aujourd'hui et quelque chose de positif aussi, je trouve que du coup, j'ai quand même alors je sais pas si c'est lié au TDAH, mais j'ai quand même une forte empathie. J'arrive bien à me mettre à la place des autres, parce que, bah, j'aime beaucoup échanger et du coup, j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup apprendre, ce qui se passe, dans la vie des autres et cetera. Bah, en fait, on peut me caractériser comme sans filtre parce que du coup, comme je disais avant, j'ai tendance des fois à overshare, à dire beaucoup de choses. Du coup, c'est vrai que
c'est une qualité pour moi parce que j'ai beaucoup de j'arrive pas à mentir, en fait. Du coup, en général, je suis transparente. Alors sans pour autant, blesser la personne et dire quelque chose, de vrai, mais enfin, tu vois, j'ai quand même un peu de tact. Je pense que je suis quelqu'un d'authentique quand même parce que, ben, je suis dans l'incapacité de faire semblant, en fait. Donc c'est difficile pour moi d'être hypocrite. Enfin, en tout cas, je vais me sentir très mal, si je fais semblant parce que ouais, ça se voit de toute façon. Par rapport à la créativité, enfin les aspects positifs du TDAH aussi, il y a du positif et du négatif par rapport à ça. C'est qu'on va avoir tendance à, avoir plein de hobbies différents et s'intéresser à plein de sujets. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent et c'est pour ça que j'ai du mal à trouver ma voie parce que j'ai envie de tout faire et c'est pas faisable. Mais du coup, je m'intéresse à plein de sujets et quand je m'intéresse à quelque chose, du coup, je vais être capable de beaucoup m'investir dedans. Et donc des fois, j'ai des connaissances hyper pointues sur un truc, hyper niche. Mais du coup, pour moi, c'est quand même une force parce que, c'est, assez, distinctif, tu vois? Ça m'a permis aussi de découvrir des enfin, ça me met une forme de curiosité, ou que tout le monde ne va pas avoir. Mais le revers de la médaille, c'est que, par exemple, je suis capable d'acheter plein de livres et de jamais les terminer ou les ouvrir, quoi. Ouais, mais parce que tu penses que c'est parce que la stimulation de la nouveauté est partie? Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que, en fait, mon TDAH fait que j'ai des pensées intrusives quand je lis et donc en gros, c'était pareil en cours. Si un truc ne m'intéresse pas vraiment, en gros, j'ai beaucoup de mal à me Mmh. concentrer, je suis vite distraite, je vais penser à d'autres sujets et c'est la gratification immédiate. Si cette histoire ne m'intéresse pas tout de suite, j'ai beaucoup de mal à entrer dans un livre et c'est hyper compliqué. Je peux passer un temps infini à lire un tout petit livre. Et c'est surtout vrai pour les essais, alors que les romans, ça va. Mais là, par exemple, je dis ça parce que je fais partie d'un book club et Trop bien. ça me motive d'avoir le fait d'avoir des motivations extérieures, en fait. Ça, je sais que c'est des stratégies aussi d'adaptation, en fait, quand on a un TDAH que j'ai établi et maintenant je sais pourquoi ça fonctionne, c'est que en fait, alors il y a beaucoup de recherches, dans le milieu anglophone, donc j'ai pas vraiment de traduction, mais le body doubling, par exemple, c'est le fait de faire la même chose avec quelqu'un d'autre. Ça nous motive plus d'avoir un cercle, qui fait la même activité que nous. Donc en fait, quand j'avais besoin de me concentrer pour réviser, j'avais beaucoup de mal, en fait, déjà à réviser toute seule et du coup, le fait de réviser en bibliothèque avec d'autres personnes qui révisent aussi, ça m'aidait à être plus disciplinée. En fait, pareil pour travailler en open space par rapport au télétravail. Et puis, ben, pour, être motivée à faire le ménage, par exemple, quand mon copain le fait aussi à côté, en fait, le fait de faire la même chose où on se répartit les Mmh. tâches, mais de faire ensemble, c'est vraiment motivant. C'est pareil pour la cuisine, et voilà. C'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Est-ce que tu avais des choses à ajouter? Parce que je pense qu'on va arriver sur la fin de l'épisode. P alors, pour moi, ce qui est important de signaler quand même, c'est qu'effectivement, c'est important de quand même passer par le diagnostic plutôt que s'auto-diagnostiquer. Mais je voudrais quand même, ben, faire part du fait que moi, par exemple, j'ai quand même été dans cet auto-diagnostic à la base pour, après qu'il ait été confirmé. Donc, il y a quand même une part où les gens ont tendance à remettre en question ton diagnostic, c'est ce que je disais avant et finalement quand tu sens que en fait, ce qui est difficile, c'est de faire la part des choses entre, est-ce que je m'identifie à ça parce que je coche toutes les cases ou est-ce que je coche cette case, juste un des symptômes, on va dire, une des difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut se reconnaître dans pas mal de troubles avec, le biais de confirmation. C'est pas parce que tu perds une fois tes clés que tu es forcément, TDAH. Donc effectivement, le fait de s'identifier à quelque chose de manière, rapide, c'est normal, en fait, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je trouve, parce que il y a quand même pas mal de sources qui manquent, en fait, sur les réseaux. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, alors, autour de moi, on a quand même pas mal diabolisé les réseaux sociaux en disant que c'était pas assez, fiable et finalement, c'est juste qu'il faut se renseigner,
sur les sources parce que les réseaux sociaux, est-ce que tu inclus les podcasts? Si c'est un psychiatre qui parle dans le podcast, enfin, pour moi, c'est tout autant valable que si tu parles avec un psychiatre en direct. En fait, on n'a pas tous toutes les clés à portée enfin, les clés sont à portée de main, mais des fois, il faut savoir les trouver, se renseigner, pour vérifier les sources et cetera. Mais je pense que ça peut déjà aider, en fait. Je trouve que ça donne au moins des idées et ça peut, bah, comme toi, en fait, ça te l'a fait, tu vois, de te faire rendre compte de quelque chose. Mais bien sûr, après, bah, ça remplacera jamais un professionnel Oui, de c'est ça. santé sur quoi que ce soit, en fait, hein, que ça soit Mmh. plus santé physique, psychiatrique ou autre, psychologique ou quoi aux caisses. Mmh. Donc, je suis complètement d'accord avec toi que, en fait, les réseaux, oui, sont diabolisés et que oui, il y a beaucoup de mauvais côtés sur les réseaux sociaux, mais il y en a aussi des très bons. Et je pense que suivant les réseaux qu'on suit et qui nous ressemblent, déjà, ça fait faire la part des choses, quoi. Mais bien sûr, faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on voit sur les réseaux et il faut aller se Mmh. renseigner bah, avec des professionnels, en fait, du contexte sur la suite. Oui, il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter, en fait, le TDAH, c'est comme tu le disais au tout départ, c'est quelque chose qui a émergé, récemment, enfin, on en parle plus maintenant. Mais du coup, justement, vu qu'il y a encore, à l'heure actuelle, peu de professionnels qui sont vraiment spécialisés, en fait, qu'il est important pour un professionnel de santé de s'updater sur tous les sujets, parce qu'en fait, quand ils sont pas, à jour, en fait, c'est vrai qu'ils perdent vite le fil. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches, mais je trouve que c'est encore très anglophone. Il y a beaucoup de clichés qui perdurent. Par exemple, j'ai déjà, en fait, on peut encore lire aujourd'hui que, ça touche plus les enfants que les adultes, alors qu'en fait, c'est mon avis personnel, c'est que vu que c'est sous-diagnostiqué chez les adultes parce qu'ils ont trouvé plein de stratégies d'adaptation, en fait, ça ne s'estompe pas à l'âge adulte. Pour moi, c'est toujours là. C'est juste qu'ils ont trouvé d'autres, solutions et donc ils ont pas forcément eu de diagnostic. Mais en fait, c'est diagnostiqué plus chez les enfants parce que c'est plus facile, mais en fait, c'est plus diagnostiqué chez les personnes chez qui c'est plus flagrant et donc il y a quand même une sous-représentation et c'est pareil, pour d'autres, troubles. Mais voilà et donc ça, c'était une première chose et aussi ce qui est important de signaler, c'est que, il y a donc encore des sous-diagnostics, on nous prend pas forcément au sérieux et puis, il y a pas assez de diagnostics différentiels parce qu'il y a en fait, il y a beaucoup de troubles qui y ressemblent, qui y sont associés, il y a des comorbidités. Mais donc tu vois, moi, je trouve qu'ils ont pas encore, assez, creusé, en fait. Je trouve que dans la psychiatrie, on va vite te donner, des médicaments, alors qu'en fait, on n'a pas forcément pris le temps. Moi, tu vois, j'ai vu pas mal de spécialistes différents avant que ce soit, vérifié, confirmé, alors que ça faisait quand même un moment que j'étais au courant. Et finalement, si j'étais pas retournée chez un autre psychiatre, si j'avais pris, heu, mot pour mot ce que le psychiatre précédent m'avait dit, en fait, j'aurais pu rester, persuadée que c'était juste de l'anxiété. Sachant qu'en fait, l'anxiété, elle était là parce que j'ai ce TDAH, donc voilà et en fait, il y a des troubles qui sont associés, qui sont très ressemblants et qui sont encore, faussement diagnostiqués parce qu'il y a des professionnels de santé qui sont même pas au courant que ça existe, et je trouve ça assez fou, de pas, enfin, que des professionnels ne se mettent pas à jour, sur les connaissances, enfin, ouais, sur la recherche qui se fait et par exemple, ben, les personnes qui sont encore diagnostiquées aux États-Unis, il y a des statistiques sur le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont diagnostiquées bipolaires, alors qu'en fait, elles sont pas bipolaires, elles ont juste un TDAH parce que la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur et en fait, l'humeur, elle est aussi, il y a aussi des problèmes de gestion d'humeur dans le TDAH et il y a aussi, pas mal de comorbidités et de ressemblances avec, le, trouble, borderline et le trouble du spectre de l'autisme et donc tout ça, ben, normalement, en fait, il faudrait vraiment creuser là-dessus et tous les psychiatres le font pas, quoi. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose que je trouve dommage et qu'il faudrait améliorer aujourd'hui dans le système de santé. Oui, entre autres. Mais moi, Mmh. je trouve que que ton parcours, en tout cas, est un bel exemple dans le sens où, on t'a donné un premier diagnostic. Toi, au fond de toi, tu sentais que c'était pas ça et tu as continué tes recherches perso et Mmh. tu étais persuadé que ce n'était pas ça et que, c'était autre chose et tu as vraiment creusé dans ce sens-là et je pense que, bah, c'est un exemple aussi que de savoir s'écouter soi-même.
surtout quand on est une femme, on nous dit beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies et on le sait au fond de nous que ce qu'on est en train de nous dire, c'est pas ça. Et je trouve que c'est un très bon exemple de savoir s'écouter ce que tu as fait, tu vois. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marie, d'avoir partagé ton expérience avec nous là-dessus. Avec Et plaisir. Et puis, si vous êtes vous-même touché par ce TDAH ou que vous pensez l'être ou quoi ou autre, n'hésitez pas à le partager en commentaire et à partager cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que ça aura pu en aider certains ou en informer d'autres. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.